Bien sûr, le cas le plus basique, c'est le développement des espaces verts, un véritable équilibre entre l'espace urbain et l'espace vert. Ce sont les nouveaux modes de transport. C'est le bâtiment durable, c'est-à-dire le bâtiment à haute performance environnementale, donc tout ce qui est isolation, tout ce qui est donc cadre de vie et en relation avec la mobilité et les transports durables. Donc il y a tout un champ et c'est pour cela que finalement on peut se poser la question pourquoi on n'y va pas plus vite et tout ça. C'est parce que c'est pas facile. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Il y a trois types de critériologie en fait, de conditionnalité. Il y a une première conditionnalité, c'est évidemment il faut un cadre macroéconomique d'appui. S'il n'y a pas de politique publique en sous-bassement, on sera difficile de faire bouger les gens. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est ce que j'appelais tout à l'heure les initiatives méso-économiques de type collectif. C'est extrêmement important quand les gens se mettent autour d'une table dans les secteurs, sur les territoires, pour travailler ensemble à des solutions. Parce que vous le savez toujours, vous le savez très bien de toute façon, au début du processus, ça coûte cher parce qu'il y a des investissements à faire, il y a des changements de technologie, il y a du capacity building, il faut former des gens, etc. Donc les premiers qui y vont, ils vont payer plus cher. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas y aller seul, tout simplement. Il faut qu'on y aille ensemble pour que tout le monde supporte une part du coût. Moi, je prends toujours l'exemple classique qu'on m'avait cité une fois, qui est basique. Hein, donc c'est un exemple très courant. L'économie verte, parfois, c'est très simple. Hein. Prenez un stylo. Il y a plusieurs manières de faire un stylo. On peut le faire d'une manière classique, donc en étant en boucle ouverte, en consommant de la ressource, en émettant du carbone, en jetant nos déchets, en jetant le stylo lui-même en fin de consommation, donc en post-consommation, et ainsi de suite. Et il y a une autre manière de faire un stylo, avec des matériaux peut-être qui puissent être plus durables, issus de recyclage, ou bien des biomatériaux, donc qui sont durables parce qu'ils sont issus donc d'une industrie biotechnologique, avec des procédés qui émettent moins de carbone, qui émettent moins de pollution, et qui soient véritablement recyclables, lui-même, le stylo. C'est-à-dire donc qu'il puisse être vraiment facilement inclus dans une boucle de recyclage. Donc voilà les éléments clés qu'on voulait aborder. Et pour vous remercier, je vous dirais que ici, l'idée que nous avons à Caire, c'est que pourquoi on a fait cette matinale, c'est pour amorcer le débat. Amorcer le débat, et donc on voudrait vraiment qu'on puisse, derrière ces quelques idées qui sont posées, construire quelque chose. Il y a deux idées clés. La première idée, c'est cette notion de faire travailler les entreprises ensemble. La deuxième idée, c'est que les collectifs d'experts, les gens qui sont dans le sujet, puissent aussi se mettre autour d'une table pour approfondir le plaidoyer. Ça peut être l'idée d'un livre blanc sur l'économie verte. Donc, CARE se propose de piloter donc, la réalisation, qui pourrait être un cadre où on pourrait détailler beaucoup plus ces idées-là que nous avons mis en place. Je vous remercie beaucoup donc, pour votre patience. J'ai été plus long que prévu, je sais, mais c'est pour une autre raison. Ça, c'est de la tactique. Hein. C'est pour récupérer l'intervenant suivant qui est en ligne pour qu'il lui permette de se connecter. Mais Tarek est là. Donc, je vais juste demander au technicien, s'il vous plaît, Katia, on a besoin du technicien pour remettre le son à Tarek. C'est bon, en fait, Ali, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, ben que demande le peuple? C'est parfait. J'aurais juste besoin, donc bonjour à tous et à toutes, hein, avant tout, j'aurais juste besoin d'une autorisation du partage d'écran, s'il te plaît, Ali, Bien sûr. de façon à ce que je puisse partager mon écran. Et j'en profite pour vous dire tout le plaisir d'intervenir lors de cette rencontre qui me tient beaucoup à cœur, parce que l'Algérie est mon pays où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 19 ans, et avant de partir faire mes études à l'étranger et de voyager à travers le monde, pour dire très rapidement quelques mots en attendant que tout soit prêt sur mon parcours. Donc moi, je viens plutôt de l'environnement, de ce que Ali disait tout à l'heure. Il y a quelques années, on disait que c'était peut-être éventuellement voilà, une option, l'environnement. Et donc moi, j'ai beaucoup travaillé en fait plutôt sur le côté protection de l'environnement marin même, en ayant 12 années chez Cousteau, avant de devenir aussi chef d'expédition polaire. Donc j'ai eu la chance de voir beaucoup de choses sur cette belle planète. Et j'ai eu la chance aussi de grandir près d'Alger, à Shaoula, pour ceux qui connaissent, pas très loin de Baba Ali, dans une zone qui est maintenant une zone urbanisée, qui était à l'époque une campagne. Et donc, bien sûr, il faut que les gens puissent se loger, c'est normal.
surtout dans un pays comme l'Algérie avec des besoins humains importants. Mais effectivement, ce capital naturel que tu citais, Ali, je l'ai vu aussi finalement s'éroder, se détruire. J'ai une partie de ma jeunesse qui a été passée aussi à aller observer les merveilles de la nature du parc national d'El Qala. Et puis j'ai vu aussi un projet d'infrastructure. Là aussi, on a besoin de développement, c'est normal, qui traversait le parc alors qu'il était patrimoine de l'UNESCO, réserve MAB. Et voilà comment finalement on peut se poser la question, est-ce que finalement le développement, ça se fait toujours au détriment du patrimoine naturel et bien souvent avec comme conséquence des inégalités sociales. Je ne sais pas, Ali, si tu peux me dire si on voit bien mon écran, juste C'est très avoir un petit bon. retour de la... On est bon, Tariq, Oui, hein. c'est bon, On est je bon. peux y aller. Oui, Et pour vas-y. le son, tout est bon? Ok, c'est parfait. Vas-y. Donc je me mets quand même un minuteur pour être certain de pas. J'aurais préféré être avec vous, bien sûr, hein, mais voilà, on fait. Alors peut-être reprendre une vue très très haute, hein. Voilà notre maison commune. Et c'est la première fois, en fait, dans l'histoire de l'humanité, je pense, depuis qu'Homo sapiens est Homo sapiens, 300 000 ans à peu près, que paradoxalement, à cause de tous ces problèmes que sont le dérèglement climatique, la crise de la biodiversité et même, je dirais, les effets négatifs d'une certaine mondialisation, parce qu'il y a eu aussi des effets positifs, hein, on ne va pas non plus tout mettre dans un sachet noir, mais c'est la première fois qu'on se rend compte de notre interrelation à l'échelle de la planète. Avant, on pouvait dire mon empire contre le tien, mon village contre le tien, etc. Mais le cycle de l'eau, mais le climat, ça ne respecte pas les frontières humaines. Et donc, quelque part, dans la crise est en train d'émerger quelque chose d'assez fort, même au niveau international, comme le montrent les COP sur le climat, sur la biodiversité. Ça se fait dans la douleur, mais il y a quelque chose d'assez historique. Et je pense que l'entrepreneuriat dans tous les pays doit prendre cette part de ce chemin historique et essayons d'être de bons descendants, de bons ancêtres. Parce qu'on nous demandera, nos descendants, s'il y en a dans quelques décennies ou même dans quelques siècles, nous demanderont ce qu'on a fait pendant cette période cruciale. Les enjeux de l'eau ont été cités tout à l'heure. Pour l'Algérie, bien sûr, c'est depuis longtemps un enjeu important, mais on le voit maintenant aussi en France et en Europe, hein, avec toute cette sécheresse, y compris hivernale. Là, ce que vous voyez, c'est volume pour volume toute l'eau qui existe sur Terre. On a l'impression que l'océan est immense, hein, mais en fait, si on compare volume pour volume, là, c'est toute l'eau, la grande bulle, et là, toute la petite bulle à côté, c'est l'eau douce que vous avez. Donc, une matière extrêmement précieuse qui est aussi le solvant de la vie. Sans eau, pas de vie. Il y a également la même représentation pour l'atmosphère qui nous protège contre les UV. Il y a un effet de serre qui est désirable. S'il n'y avait pas d'effet de serre, on serait dans une température moyenne négative sur Terre. Mais nous avons relargué des hydrocarbures de manière trop importante, utiliser des hydrocarbures, pardon, pour relarguer du CO2. Vous le savez, c'est juste une façon peut-être de vous montrer une autre perspective des enjeux. Et puis, tout ça fait que, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont familiers avec cette notion, qu'il y a quelques années, pour la première fois, avec une mise à jour en 2022, un réseau de scientifiques international mené par le Stockholm Resilience Center se sont posé la question de la résilience de l'humanité sur Terre par rapport aux grands enjeux provoqués par l'humanité elle-même. Et là, vous voyez en fait la notion de 9 limites planétaires. Il y a le cycle de l'azote et du phosphore. Quand on est dans la zone rouge, c'est danger pour l'humanité, hein. Il ne s'agit pas de protéger les poissons, les oiseaux et les abeilles, même si on sait très bien qu'ils nous sont indispensables. Mais là, on est vraiment sur la question de résilience de l'humanité sur Terre. Vous voyez que sur l'azote et le phosphore, les intrants agricoles, principalement, on est dans le rouge. Sur l'introduction de nouvelles entités dans la biosphère, on a utilisé le plomb, qu'on a mis dans la peinture, on a mis également dans l'essence. Impossible de contrôler ce plomb une fois qu'il est relâché dans l'environnement et on se rend compte qu'il a des effets délétères, par exemple, sur toutes sortes d'organismes, y compris nous-mêmes les humains. Mais alors, les nouvelles molécules qui sont en train aussi d'être synthétisées, si on ne prend pas à cœur cette idée de biocompatibilité, on se retrouve avec les mêmes problèmes de santé humaine et de santé environnementale. Changement d'utilisation des sols, je vous parlais de Haoula, l'urbanisation, je l'ai vécu moi-même, hein, où j'ai vu des écosystèmes disparaître. Eh bien, ça aussi, c'est un enjeu très important qui est dans le orange pour le moment. Et puis, la diversité du vivant, dans le rouge également. L'eau verte, particulièrement l'eau des écosystèmes, dans le rouge également. Et puis, il y a des choses qui sont en train d'être évaluées, comme l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère. Et petite anecdote quand même, en ce qui concerne l'ozone, on a beaucoup parlé du trop d'ozone. Il y a une trentaine d'années, on aurait été dans le rouge, on avait fait la même analyse, et on est redescendu dans le vert, parce qu'on a pris les mesures qu'il fallait.
Alors tout ça pour faire un petit peu une synthèse, ce que vous voyez, c'est comment l'humanité a modifié les écosystèmes terrestres depuis la révolution du néolithique il y a plus de 8000 ans. La chose qui est intéressante, c'est que le violet, c'est beaucoup plus récent que le néolithique, hein. Le marron très foncé, c'est il y a 8000 ans, et quand on va vers le violet, eh bien c'est récent, c'est moins de 100 ans. Alors ça, on a tellement modifié les conditions de la Terre que certains se disent qu'on est passé de l'Holocène à l'Anthropocène. Et voilà comment finalement cette modification extrême du capital naturel, maintenant, on en voit les limites, hein, comme je l'ai montré tout à l'heure. Je vais finir après avec les constats un petit peu déprimants, on va aller vers les solutions, mais quand même, il ne s'agit pas de continuer à voir de manière silotée. Silotée, c'est-à-dire je prends un problème, je suis concerné par le climat, et je ne regarde pas forcément la biodiversité, et je ne regarde pas forcément les questions sociales. Comme l'a dit Ali tout à l'heure, maintenant on doit avoir des postures systémiques où on va considérer le problème du dérèglement climatique, bien sûr, mais aussi le fait qu'actuellement, si on compare, par exemple, la quantité de matière en enlevant l'eau pour pouvoir comparer des choses qui sont comparables, on a 4 gigatonnes de matière animale sur Terre pour 8 gigatonnes de plastique produit par les humains. Et là, ce n'est pas une revue écologique, c'est les plus grandes revues scientifiques, c'est des études récentes dans Nature, Science, les plus grandes revues scientifiques, revues par les pairs, comme on dit, c'est-à-dire revues par d'autres scientifiques. Si on prend les arbres et les arbustes, 900 gigatonnes sur Terre, 1100 gigatonnes d'infrastructures construites par les humains. La technosphère déborde. Elle déborde et il faut créer de la valeur en arrêtant de faire déborder cette technosphère. Et bien sûr, les enjeux des inégalités, ça a été dit tout à l'heure, les fameux quelques pourcents qui détiennent l'immense majorité de la richesse sur Terre. Il y a plein d'études sociales qui montrent qu'un système, même si globalement le niveau de vie de chacun s'est amélioré, les humains sont très sensibles aux inégalités. C'est surtout ça qui compte, c'est-à-dire l'écart énorme de richesse, ça provoque des tensions sociales, ça provoque même de la déstabilisation. Et il faut prendre ça en compte également. Donc, vision systémique et non pas silotée. Et si maintenant on se focalise un petit peu plus sur ce que l'entrepreneuriat peut contribuer à générer, qui pourrait être moins souhaitable et qu'on devrait peut-être réformer, si vous prenez votre smartphone que vous avez dans votre main, en fait, pour quelques centaines de grammes, 120 grammes, le poids moyen d'un smartphone, vous avez 70 kilos de matière engagée pour pouvoir arriver à ce smartphone de 120 grammes. Et 2 tiers sont des ressources extraites en fait de la croûte terrestre, avec des problèmes de disponibilité de ces ressources. Et si je prends une étude sur ce sac à dos matériel d'un Français moyen, actuellement, on est à peu près à entre 13 et 14 tonnes de matière pour assurer le niveau de vie d'un Français. 13 et 14 tonnes de matière. Je ne sais pas ce qu'il en est en Algérie, certainement moins, parce que les pays dits développés sont ceux qui ont la plus forte empreinte sur ce genre de choses, mais on est quand même dans quelque chose d'assez gigantesque. Alors, vous connaissez tous très probablement les objectifs du développement durable des Nations Unies, et je vous les représente. L'engagement de l'Algérie est aussi dans ces objectifs. Les entreprises également, beaucoup d'entreprises se sont engagées à ça, surtout les grands groupes, peut-être beaucoup moins les TPE et les PME. Les SMEs, comme on dit en anglais. Mais néanmoins, il y a un constat partagé que ces crises font système et qu'il faut aussi s'intéresser à l'éradication de la pauvreté, qu'à la préservation des milieux aquatiques. On parlait de la mer tout à l'heure, des milieux terrestres, la lutte contre le changement climatique, les technologies aussi qui peuvent aider à aller dans ces directions-là. Mais le problème, c'est qu'on a encore des réflexes de silo, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises vont dire « Ah, moi, je suis considéré par le neuf, et les autres ne me concernent pas. » Ou bien moi par le 1 et le 2. Mais si vous regardez le schéma d'à côté, notre réalité, elle n'est pas comme ça. Qui peut dire qu'une société peut vivre sans biosphère? Toute l'air que vous respirez, il n'y aurait pas l'oxygène s'il n'y avait pas les arbres, s'il n'y avait pas les algues qui produisent l'oxygène. Si jamais vous avez également l'idée qu'une société puisse vivre sans déconnecter des écosystèmes, pensez à toutes les fibres qui constituent nos vêtements, l'alimentation, etc., le bois, ça vient des écosystèmes à un moment donné. Et il n'y a pas d'économie sans société, c'est une émergence de la société. Et donc ça veut dire que, en fait, ce n'est pas une option de prendre soin de ces différents cercles. Ce sont des cercles qui nous constituent d'une certaine façon. Alors, c'est un constat qui est de plus en plus partagé. Comme tout le disait Ali, il y a plusieurs en fait, concepts maintenant qui montrent que ça se cherche, qu'on cherche à faire système en fait, et d'arrêter cette façon très mécanistique d'approcher les choses, qui est héritée des révolutions industrielles. C'est comme ça qu'on construit des barrages, des avions,
Mais là, on est dans le monde du complexe, pas dans le monde du compliqué. C'est d'autres postures. Alors, par exemple, je vais vous en présenter une parce qu'elle est utilisée aussi par certaines entreprises à travers le monde. C'est même des collectivités, en fait, pas simplement des entreprises. C'est l'approche dite de Donuts Economics, où finalement, on retrouve cette étude très fondatrice qui a aussi influencé les Nations Unies des limites planétaires. Vous voyez en haut, on retrouve les thèmes, donc changement d'affectation des sols, changement climatique, l'eau douce, les intrants agricoles, la biodiversité, etc. Mais on a rajouté un plancher social à assurer. Et donc l'idée d'un développement qui serait soutenable et juste et sûr pour l'humanité, ça serait de trouver la trajectoire qui est celle de l'Algérie, qui est différente de celle de la France ou celle des États-Unis ou celle d'un autre pays d'Afrique, mais qui doit rester entre ce plancher social qu'on doit assurer et ce plafond environnemental qu'on ne doit pas dépasser. Ça a été fait par Kate Raworth, une économiste, en collaboration avec une ONG internationale qui s'appelle Oxfam, et vous pouvez voir à côté, en bas, que les estimations sont loin d'être bonnes. Le plancher, il faut remonter, et puis le plafond, il faut redescendre. On est dans le rouge au niveau international, selon en tout cas les auteurs qui ont fait cette étude. Alors maintenant, on va aller vers les solutions. Pour les 20 dernières minutes qui nous restent, euh, on a déjà abordé un peu des cadres de pensée, mais tout ça est en train finalement de se synthétiser avec des concepts comme la santé commune. La santé commune, c'est quoi? C'est peut-être se lever le matin en étant entrepreneur et en se disant, bien sûr qu'il faut réduire les impacts négatifs, mais moi j'ai envie de donner plus de sens à ma vie d'entrepreneur et aussi à mes équipes. On va prendre soin. On va essayer de prendre soin de nous d'abord. Donc ça touche aussi à la question de la condition au travail, du cadre de travail, etc. On va prendre soin de nous. On va prendre soin de notre société, de notre quartier, de notre territoire, de notre dynamisme aussi en termes de démocratie, par exemple. On va prendre aussi soin des écosystèmes qui nous permettent d'être là et qui nous rendent de fiefs et services. Et ce concept de la santé commune, c'est un signal faible, comme on dit en prospective. J'ai oublié de vous dire que je travaille pour une institution qui s'appelle l'Institut des futurs souhaitables. On va travailler ces signaux faibles pour les amplifier et leur donner plus de chances de nous mener vers l'avenir qu'on désire. Ce n'est pas la prospective qui essaye de deviner l'avenir, on essaie de travailler sur là où on aimerait être, même dans 20 ans, 30 ans, et comment les signaux d'aujourd'hui nous disent quelque chose de quelque chose qui est en train de pousser au milieu des arbres qui tombent. Et souvent, on écoute plus facilement les arbres qui tombent dans la tempête que les jeunes pousses qui sont en train de pousser. C'est un peu ça la philosophie. Et c'est ça que je vais vous partager maintenant, c'est des pousses qui montent en puissance et qui sont dans notre présent et qui nous disent quelque chose de ce qui se prépare pour l'avenir, si tant est qu'on lui donne une chance. Donc ce concept de santé commune, beaucoup dans la cosmétique, Tariq, Tariq, on va juste basculer sur une deuxième session parce qu'on est sur un ordinateur. On est sur l'ordinateur de secours là, donc on est sur une session de secours. Donc on va juste rejoindre. Voilà. Non, mais déjà invité. Déjà invité.